bonjour. Alors aujourd'hui, nous considérons un des théorèmes fondamentaux du cours d'analyse complexe, le principe qui est une source de résultats remarquables en analyse complexe, en équation de dérivée partielle et en géométrie algébrique. Alors, de quoi s'agit-il? Commençons d'abord par le lemma suivant. Alors, le lemma, soit f est une fonction holomorphe dans un domaine oméga. Donc, f est représenté par sa partie réelle et imaginaire. Et supposons que u, sa partie réelle, est une constante dans oméga. Alors, f est constante dans oméga. Donc, si la partie réelle d'une fonction holomorphe est constante, la fonction elle-même est constante. Mais c'est tout à fait immédiat. Si nous considérons la démonstration, nous avons les équations de Cauchy-Riemann qui sont comme ça. du sur dx moins dv sur dy est égal à 0 et du sur dy moins dv sur dx est égal à 0. Donc ça, c'est un système de Cauchy-Riemann. Si u est constante, nous avons ça, évidemment, c'est 0, et ça, c'est 0. Donc ça implique que dv sur dy est égal à dv sur dx est égal à 0, mais ça, c'est très connu, ça implique que la fonction v est constante, d'après le théorème classique de l'analyse réelle. Par conséquent, on obtient que la partie imaginaire de la fonction holomorphe f est constante, donc la fonction f est constante. Comme conséquence de ce lemme, nous avons une autre lemme, encore une autre, soit f est une fonction holomorphe dans un domaine oméga. Admettons que le module de f est constante dans oméga. Alors, f elle-même est constante dans oméga. Mais pour la démonstration, il suffit de choisir un point A. Donc, soit A est un point d'oméga. Donc, on prend un disque suffisamment petit, centré en point A, dès qu'il est inclus dans l'oméga, il est comme ça. Oups. Et dans ce disque, parce que c'est un domaine simplement connexe, on peut choisir une branche holomorphe du logarithme. Donc, prendre une branche holomorphe du logarithme de f de notre fonction f de z. Pourquoi? Pourquoi on peut le faire? Parce que je suppose que notre constante, le module de f de z, est une constante qui est strictement positive. Mais effectivement, il suffit de considérer ce cas, parce que si le module de f est nul, la fonction évidemment est nulle identiquement, elle n'a rien à démontrer. Donc je suppose que le module de f est une constante positive, mais comme ça, je peux choisir un point A qui est inclus dans le disque oméga, il est suffisamment petit tel que la fonction f de z est différente de 0, évidemment, dans ce disque, parce que son module est constant qui est strictement positif. Et donc, on peut choisir une branche de logarithme holomorphe qui est égale à logarithme du module de f de z plus i argument de f de z
Et ça, c'est une fonction holomorphe avec une partie réelle qui est constante. Par conséquent, le logarithme de f de z identiquement est constant dans notre disque, mais donc f est constante. Donc f est constante. Dans notre disque, mais parce que si elle est constante dans un disque, par le théorème d'unicité pour les fonctions holomorphes, elle est constante dans le domaine oméga. Donc, d'après ces deux lemmes préliminaires, on peut passer à la formulation et démonstration du théorème fondamental de notre cours. Alors, soit f est une fonction qui est holomorphe dans un domaine oméga et qui est continue au bord. Je suppose que oméga dans C est un domaine borné. Bien entendu, d'après le théorème de l'analyse réelle, le théorème de Weierstrass, nous savons que si n'importe quelle fonction continue dans un domaine borné, continue au bord, dans l'adhérence de ce domaine, est une fonction forcément bornée et elle atteint ses bornes, sa borne sup et sa borne inférieure. Mais je parle de module de fonction f. Donc, considérons alors M. Donc c'est le sup, la borne sup de module de f de z. Donc z parcourt l'adhérence du domaine oméga. Donc d'après le théorème de Weierstrass, cette borne est finie et elle est atteinte dans certains points de oméga bar. Ce point peut être à l'intérieur du domaine ou dans le bord. Donc le principe du maximum dit la chose suivante. Si cette borne est atteinte dans un certain point, pour certains points A à l'intérieur du domaine, alors la fonction f est constante identiquement dans oméga. Ça, c'est le principe du maximum, qui est absolument fondamental. Évidemment, c'est complètement faux pour les fonctions qui ne sont pas holomorphes. Il n'y a absolument aucune raison, parce que si vous prenez, par exemple, dans le cas réel, si vous prenez une fonction moins x au carré moins y au carré, avec les deux variables x et y, le graphe est comme ceci. Le maximum, bien sûr, est atteint à un point antérieur de 0. Et donc, évidemment, elle n'est pas constante. Mais le problème, c'est que cette fonction n'est pas le module d'une fonction holomorphe. Pour le module de fonction holomorphe, ça ne peut pas se produire. Et c'est ça le résultat fondamental de ce théorème. Alors, on va donc démontrer ça. Donc, nous allons démontrer ça. Alors, on va raisonner par absurde. Donc, soit le module de f de b est inférieur à 1 pour certain b, qui est dans oméga. J'attire votre attention que par de module de f de b inférieur à 1, parce que si le module est constant, d'après le lemme qu'on vient de démontrer, notre fonction est constante. Donc, il suffit de démontrer que le module est constante, et c'est ça qu'on démontre par absurde. On suppose que le module n'est pas constant, mais parce qu'à point A, le module atteint sa valeur supérieure, son maximum. Donc, l'hypothèse par absurde, c'est que le module de f de b est inférieur à m. Et c'est avec ça que nous allons obtenir une contradiction. Donc, nous avons ici un point A, nous avons ici un point B, et donc soit gamma de alpha bêta dans oméga est une courbe lisse, évidemment. Donc, gamma de alpha, c'est A, gamma de bêta est égal à B. Et donc, nous avons donc cette courbe
Et donc, nous considérons un point Z0, c'est gamma de T0, et le temps T0 est déterminé comme la borne sup de T entre alpha et bêta, tel que le module de f de gamma de T est égal à M. Mais remarquez que T0, au moins que cet ensemble de T qui vérifie ça n'est pas vide. Parce que nous savons déjà par notre hypothèse que le module au point A est égal à M, donc c'est-à-dire, si on prend ici alpha, on obtient ce qu'il faut. Donc d'autre part, on sait que si on prend bêta ici, comme T, alors par notre l'hypothèse qui est là, le module sera inférieur. Donc ça signifie que le point Z0 se trouve quelque part entre le point A et B. Et on prend maintenant un petit disque centré, donc centré au point Z0. Considérons maintenant le point Z1. Le point Z1 qui est là, qui est sur la continuation de notre courbe gamma. La courbe gamma, elle est là, elle est orientée comme ça. Et donc, le point Z1 qui se trouve sur ce cercle. Alors, nous savons que f de Z1, si on prend le module, forcément c'est inférieur à M, par notre choix du point Z0. Alors, par la continuité, on obtient que c'est vrai sur une petite, cette condition reste vraie sur un petit arc. Ici. Notons cet arc par C1. Donc, f de z reste inférieur, on va dire, M moins delta, lorsque Z parcourt cette petite arc C1. Je suppose que le rayon du cercle est égal à R. C1 de R. C1 de R, c'est notre petit arc. Mais à partir de cela, nous allons obtenir une contradiction. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que notre fonction est holomorphe et on peut écrire l'intégrale de Cauchy f de z0, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale. Je prends l'intégrale autour de cet arc C de R, f de zeta, dz divisé par z moins z0. Et cette intégrale, bien évidemment, on peut paramétriser. Zeta tourne sur le cercle du rayon R autour du point Z0. Donc on paramétrise comme ceci. T appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à 2pi. Et on obtient l'intégrale 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, f de z0 plus r exponentielle it, r i exponentielle it t divisé par r exponentielle it, r s'en va, exponentielle s'en va, i s'en va avec i ici, et on obtient que c'est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, f de z0 plus r exponentielle it dt, et ça c'est égal à f de z0, n'oublions pas, comme on commence ici. Pareil, bon, je vais quand même écrire que c'est égal à f de z0, pour ne pas oublier. Et cette formule s'appelle la formule de moyenne pour une fonction holomorphe, la formule qui a des conséquences remarquables. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va diviser cette intégrale en deux
c'est la première intégrale sur l'arc C1R. Et la deuxième sur le reste. C'est R moins C1 de R, f de Z0 plus R exponentielle de IT dt. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire une estimation tout simple. Donc nous avons que le module de f de Z0 est inférieur ou égal à 1 sur 2pi, l'intégrale sur notre arc du module de f de Z0 plus R exponentielle IT module dt plus 1 sur 2pi, l'intégrale de 0. L'intégrale du reste, c'est de R moins C1 de R, le module de f de Z0 plus R exponentielle IT dt. Maintenant, sur cet arc, le module est inférieur ou égal à M. Parce qu'en tout cas, M, c'est la borne sup du module de notre fonction. Et sur cet arc, c'est 1 par notre choix, c'est inférieur ou égal à M moins delta. Donc, quand on utilise ça, on obtient que tout ceci est inférieur ou égal à, si on prend donc ici, donc c'est l'intégrale m moins delta multiplié par la longueur de cet arc. Ici, cette intégrale est mesurée par m multiplié par la longueur de cet arc. Et donc, ça signifie que c'est inférieur ou égal à, donc c'est inférieur ou égal à m moins delta multiplié par 1 sur 2pi la longueur du cercle. Donc, et nous savons bien que donc ça c'est inférieur ou égal à m moins delta, et donc, mais ça c'est m. Et on obtient contradiction. Donc cette contradiction nous montre que cette contradiction nous montre bien que, en fait, on a raisonnement par absurde que cette hypothèse est fausse. Et donc, ça signifie que le module de notre fonction f est constant. Et ça signifie que, d'après le lemme que nous avons démontré tout à l'heure, que notre fonction f est constante. Mais il nous reste maintenant de démontrer des petites conséquences du lemme de Schwartz. Ce sont des petites conséquences, mais en fait avec de très très importantes applications. On va démontrer que le lemme de Schwartz soit une fonction holomorphe dans un disque unité D f de 0 est égal à 0 et le module de f de z est inférieur ou égal à 1. Alors, f de z est inférieur, le module de f de z est inférieur ou égal au module de z pour tout z qui appartient à notre disque unité. De plus, si nous avons une égalité dans cette inégalité pour certains points antérieurs, ça implique que f de z est égal à exponentielle de i θ z. Pour certains, θ réel fixe. Ok, bon, comme θ, on peut prendre évidemment toujours sur l'intervalle 0 de pi en utilisant le fait que exponentielle est périodique. La preuve de cet énoncé, absolument fondamentale en fait, la preuve est simple. Considérons fonction g de z qui est égale f de z
divisé par 7. Dans ce cas, parce que f de 0 est égal à 0, à cause de cette hypothèse, nous avons immédiatement que, que 0 est une singularité éliminable pour la fonction g. Donc en fait, cette fonction se prolonge holomorphiquement dans le disque D. Et sur, donc si le module de z est égal à 1, on voit que g de z, que le module de g de z est inférieur ou égal à 1. Par conséquent, d'après le principe du maximum, le principe G de Z, cette inégalité est vraie dans notre disque. Mais ce qui signifie immédiatement que le module de f de z est inférieur ou égal au module de z. Partout dans notre disque, ici nous avons une égalité, la fonction g est constante et nous avons la deuxième énoncé de notre lemme de Schwartz. Ce lemme a des conséquences absolument fondamentales en mathématiques et les conséquences absolument surprenantes. Par exemple, il donne une liaison avec la géométrie algébrique et il conduit à la notion de vérité complexe hyperbolique au sens de Kobayashi, qui est une notion absolument fondamentale. Ce lemme aussi est un lemme clé dans l'utilisation de métriques non euclidiennes, de type de métrique de Lobachevsky-Poincaré en géométrie complexe. Donc, un des conséquences de ce lemme est ce que chaque application holomorphe, qui est biholomorphe, c'est-à-dire que l'application réciproque est aussi holomorphe, est une isométrie pour la métrique de Lobachevsky-Poincaré dans le disque unité, et ça permet d'utiliser la génération de la métrique de Lobachevsky-Poincaré, qui s'appelle la métrique de Kobayashi, qui permet d'étudier les applications biholomorphes et la géométrie qui est une outil fondamental de la géométrie complexe, algébrique et de la géométrie complexe transcendante. Donc il y a énormément de conjectures et c'est une source des idées fondamentales et intéressantes en géométrie complexe, et c'est un objet des études de recherche en géométrie algébrique contemporaine. Et donc c'est ici que je m'arrête. Merci beaucoup de votre attention.